Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler un autre classique, cette fois sur les groupes. On va étudier les groupes finis dont les éléments sont d'ordre 1 ou 2. C'est cet exercice-là. J'ai un groupe G multiplicatif, donc la loi est notée par fois. Je suppose que pour tout x dans G, x fois x, c'est l'élément neutre de G. Et l'élément neutre, ici, je le note par E. Il faut montrer que G est abélien. Puis il faut trouver le sous-groupe engendré par H et X, lorsque H est un sous-groupe strict de G et X a un élément de G, qui n'est pas dans H. Il faut notamment calculer la cardinalité de ce sous-groupe engendré, et puis déduire quelque chose sur la cardinalité de G. Donc à la fin du compte, on va montrer que la cardinalité de G, c'est un entier de la forme 2 puissance n. C'est une puissance de 2. Pour commencer, pourquoi G est abélien? Je prends x et y dans G, montrons que x fois y égale y fois x. Il faut utiliser l'hypothèse, j'ai qu'un élément fois lui-même, c'est l'élément neutre, et je vais appliquer ça à l'élément xy, voir ce que ça donne. Par hypothèse, j'ai que x fois y au carré est l'élément neutre, donc x fois y fois x fois y, ça c'est E, et ça c'est x fois y fois x fois y. Cet élément-là, c'est E. Je vais montrer que yx c'est xy, donc je dois essentiellement multiplier par l'inverse de x à gauche et l'inverse de y à droite, et j'aurai yx ici, c'est égal à l'inverse de x fois l'inverse de y. Mais l'inverse de x c'est x, parce que vous voyez x fois x égale l'élément neutre, donc l'élément par lequel je multiplie x pour avoir E, c'est x. Donc l'inverse de x, c'est x. Et l'inverse de y, c'est y. Et voilà, yx, c'est xy. Donc c'est comme si ici, j'aurais dû, depuis le début, je multiplie par x à gauche et par y à droite, et j'aurai yx égale xy. C'est bien de constater que l'inverse de tout élément dans ce groupe, c'est l'élément lui-même. Pour la question suivante, donc je prends un sous-groupe strict de G, et x, un élément qui n'est pas dans ce sous-groupe. Donc ça c'est G, disons, tout ça c'est G. Ça c'est H ici. Donc l'élément neutre de G est dans H, parce que H est un sous-groupe. Et puis je prends un élément X qui est là. Et il faut voir le sous-groupe de G engendré par H et X. Donc le plus petit sous-groupe de G, qui contient tous les éléments de H, et qui contient X. Donc quels sont les éléments qu'il faut ajouter à H et X pour avoir un sous-groupe de G? Donc le groupe cherché, on va l'appeler H', c'est le groupe engendré par H union singleton X. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à cet ensemble-là, H union singleton X, pour avoir un sous-groupe? Donc une fois on ajoute tous ces éléments-là, on a un sous-groupe et ce sera le sous-groupe H'. Donc voyons, d'abord il faut ajouter l'inverse de X a priori. Parce que dans H', tout élément est inversible, mais l'inverse de x est égal à x, donc c'est bon, on n'a pas à l'ajouter. Et H contient certains éléments, donc disons ça contient un élément A, un élément B, un élément C, et donc les inverses de A, B et C sont déjà dans H, parce que H est un sous-groupe. Donc c'est pas la peine de les ajouter pour les inclure dans H', ils sont déjà là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut ajouter x fois A. Personne n'a dit que xa est un élément de H union x. Donc XA peut être un nouveau élément. Il faut ajouter certainement XB, il faut ajouter XC, parce que H' doit être stable par la multiplication. Faut-il ajouter A fois X, B fois X, C fois X? Bon, A fois X c'est la même chose que X fois A. Pareil pour BX et CX. Donc on les ajoute une fois. Que faut-il ajouter encore? Donc il faut ajouter les inverses de ces éléments-là. Il faut ajouter les produits de ces éléments-là par eux-mêmes. Bon, les inverses de ces éléments, une fois on ajoute un élément, c'est pas la peine d'ajouter son inverse parce que, voilà, dans ce groupe grand G, tout élément est égal à son propre inverse. Maintenant, le produit d'éléments de cette forme-là, déjà, x, donc x fois x, c'est pas la peine de l'ajouter parce que x fois x c'est E. Et x fois x c'est x, ainsi de suite. Maintenant, si je prends x et je multiplie par un élément de cette forme-là, ce sera la même chose, x fois c fois x. Donc par commutativité, c'est x fois c, et x2 c'est l'identité, donc c'est c. Et c est déjà dans h, donc c'est pas la peine d'ajouter x fois c fois x. Pareil, si je prends deux éléments de cette forme-là, x fois a
et X fois B, qui sont certainement dans H', leur produit doit être dans H', mais il faut l'ajouter dans H' ou il est déjà là. Donc si je prends X fois A fois X fois B, ça par commutativité, ça c'est A fois X fois B, et je peux mettre les parenthèses comme ça par associativité, et X2 c'est l'identité, et donc ça c'est A fois B. Et A fois B est déjà dans H, parce que A et B sont dans H, et H est un sous-groupe. Donc quels éléments faut-il ajouter? Donc apparemment, H', c'est juste les éléments de H, union, l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme X fois un élément de H. Donc, H union X fois H. On va le montrer, montrons ça. Cette inclusion-là est claire, car H' est stable par le produit. Comme il contient H et il contient X, il doit forcément contenir tous les éléments de la forme X fois un élément de H. C'est-à-dire, il doit contenir tout cet ensemble-là. Pour l'autre inclusion, donc il faut montrer que H union XH est un sous-groupe de G contenant H et X. Que ça contienne H et X, ça c'est clair. H union XH contient H et X parce que justement l'élément neutre est dans H, donc X est dans XH. Et les éléments de H sont tous dans H, voilà. Et donc tout élément de H union singleton X est dans cette réunion-là. Maintenant montrons que c'est un sous-groupe. Il faut montrer que ça contient l'élément neutre, que c'est stable par inverse et stable par produit. Donc l'élément neutre appartient à H union XH, ça c'est clair, car c'est dans H. Stable par inverse, ça c'est clair, car pour tout X dans le grand groupe dans G, X moins 1 égale X. Donc si un élément est dans cet ensemble-là, son inverse est dans l'ensemble, parce que l'inverse c'est l'élément lui-même. Stable par produit, je vais prendre deux éléments de H union XH et montrer que leur produit est dans H union XH. Donc soit alpha bêta dans H union XH, montrons que alpha fois bêta est dans H union XH. Donc il y a trois cas ou quatre cas qui se présentent. Cas premier, c'est alpha est dans H et bêta est dans H. Le deuxième cas, alpha est dans H et bêta est dans XH. Le cas 3, c'est alpha dans XH et bêta est dans H, mais je vais pas le faire. J'ai commutativité ici, donc c'est pareil que le cas 2. Donc je vais prendre pour cas 3, les deux sont dans XH. Alpha est dans XH et bêta est dans XH. Bon, dans le cas premier, donc si alpha est dans H et bêta est dans H, donc ça donne immédiatement que alpha bêta appartient à H car H est un sous-groupe. Et donc forcément alpha bêta appartient à cette réunion, H union XH. Dans le deuxième cas, j'écris bêta de la forme X fois H, avec petit h dans grand H, et je veux calculer alpha bêta. Donc alpha bêta dans ce cas, c'est alpha qui est un élément de H, donc sous cette condition alpha est dans H, fois bêta qui est X fois H. Et ça par commutativité, ça s'écrit X fois alpha H, mais maintenant le alpha H, comme alpha et petit h sont tous dans grand H, donc alpha H appartient à grand H parce que grand H est stable, par la loi fois c'est un sous-groupe, et donc X fois un élément de H, c'est un élément de l'ensemble XH, définition de l'ensemble XH. Et voilà, je peux dire alors que alpha bêta dans ce cas aussi appartient à H union XH. C'est dans l'ensemble XH. Pour le troisième cas, bon c'est pareil, donc j'écris alpha X fois un élément petit h de grand H, et j'écris bêta aussi X fois un élément H' de grand H, et quand je calcule alpha bêta, c'est X fois H fois X fois H', et par commutativité, ça donne X2 fois H', mais X2 c'est l'identité, et ça c'est H fois H'. Et ça appartient à grand H, parce que petit h et petit H' sont dans grand H. Et bien sûr, ça appartient à H union XH. Et on a montré le résultat, que le sous-groupe engendré par H et X, c'est H union XH. Quelle est la cardinalité de ce sous-groupe engendré par H et X? On aura besoin pour répondre à cette troisième question.
Et rappelez-vous, on travaille dans un groupe fini, donc H est fini, HX est fini, ce sont des sous-ensembles d'ensembles finis. L'intersection H inter HX, c'est l'ensemble vide, car H est un sous-groupe et X n'est pas dans ce sous-groupe. Donc sinon, il existe des éléments H et H' dans grand H, tels que H égale H' fois X. En multipliant par H' ou H'-1 à gauche, ça donnerait que X égale H'-1 qui est la même chose que H' fois H, et c'est un élément de H. Contradiction. Et d'autre part, cardinalité de H, c'est la même chose que la cardinalité de HX. Car l'application, si vous voulez, phi, la translation qui va dans H dans HX, qui est un élément petit h de H donne petit h fois X, est surjective par définition de HX, et elle est injective parce qu'elle a un inverse, qui consiste à translater, à multiplier par H-1. Donc ce sont deux ensembles disjoints de même cardinalité, et donc le cardinal de la réunion, c'est voilà la somme des cardinalités, et c'est alors 2 fois cardinalité de H. Donc ici je peux dire cardinalité de ce sous-groupe engendré par H et X, c'est égal 2 fois cardinalité du sous-groupe H. Et ici une autre remarque, alors peut-être vous avez remarqué ça, H et HX sont des classes d'équivalence pour la relation d'égalité modulo H. H c'est la classe de l'identité et HX c'est la classe de X. Deux classes d'équivalence sont toujours disjointes, donc c'est pour ça qu'on a eu ça. Donc on a refait la preuve, mais bon, voilà. Vous l'auriez déjà vu si vous avez démontré que c'est une relation d'équivalence. Et on sait que dans les groupes, pour cette relation d'équivalence-là, les classes sont de même taille. Et donc ça aussi, c'est un résultat du cours. Que peut-on dire de la cardinalité de G? Donc on va démontrer que la cardinalité de G, c'est un entier de la forme de puissance n. Pourquoi? Donc je commence par l'élément neutre de G, E. Donc ça peut être égal à G tout entier, certainement. Et donc dans ce cas, le n ici, c'est égal à 0. La cardinalité de G, c'est 2 puissance 0, c'est 1. Sinon, il y a un élément de G qui n'est pas dans ce sous-groupe-là. Et donc je prends le sous-groupe engendré par singleton E, et cet élément que je vais appeler X1. Et d'après la question précédente, je sais que ce sous-groupe engendré par le sous-groupe et un élément qui n'est pas dans le sous-groupe, c'est le double de la taille du sous-groupe. Donc jusque là, donc ça c'est H1, et la taille de H1 c'est 2 puissance 1, c'est 2. Maintenant, si H1 égale au groupe G tout entier, alors c'est bon. On a que n égale 1, et la taille de G c'est 2 puissance 1. Sinon, il y a un élément X2 qui est dans G et qui n'est pas dans H1. Et je prends alors le sous-groupe de G engendré par H1 et X2. D'après la question 2, la taille de ce sous-groupe, que je vais appeler H2, est le double de la taille de H1. Donc H2, c'est tout ça. Et la taille de H2, c'est 2 puissance 2. Donc soit H2, c'est égal au groupe G tout entier, auquel cas on a fini, on a montré que la taille de G, c'est 2 puissance 2, soit ça recommence. Soit je peux trouver un X3 qui est dans G, qui n'est pas dans le sous-groupe H2. Et donc je prends le groupe H3 engendré par H2 et cet élément X3. Et d'après ce qui précède, ce sous-groupe H3 a 2 puissance 3 éléments. Donc H3 est d'ordre 2 puissance 3, parce que c'est juste le double de la taille de H2. Et ainsi de suite. Donc soit H3 c'est le groupe G tout entier, auquel cas G est de taille 2 puissance 3, donc c'est bon, c'est 2 puissance n avec n égale 3. Soit on recommence. Mais l'idée c'est que le groupe G est fini, donc ce processus doit s'arrêter à un certain moment, ça ne peut pas continuer. Si ça continue, le groupe fini G contient des sous-groupes de taille 2 puissance n avec n arbitrairement grand. Donc ce processus doit s'arrêter à un certain moment. Et quand est-ce que ça s'arrête? C'est quand vous arrivez à un sous-groupe Hn et vous ne pouvez plus prendre un élément X dans le groupe qui n'est pas dans Hn. Vous voyez? Tant que vous pouvez prendre un X qui n'est pas dans Hn, vous recommencez. Vous prenez le sous-groupe engendré par Hn et X et c'est de taille 2 fois plus grand. Vous allez arriver à un certain moment où Hn est égal au groupe tout entier. Mais par récurrence, la taille de Hn, c'est 2 puissance n. Et c'est le groupe tout entier. Donc la taille de G, c'est 2 puissance n. Donc si on veut écrire ça, deux mots à propos de ça, donc je vais dire la chose suivante. Par récurrence, on construit une suite de sous-groupes de G. Donc une suite H0, H1, Hn de sous-groupes de G. De la façon suivante.
H0, c'est singleton E, c'est l'élément neutre. Étant donné HK, donc comment on construit HK plus 1? Donc deux cas se présentent. Donc cas premier, si HK égale G, alors pas de HK plus 1. Donc la suite s'arrête là. Cas 2, si HK est inclus strictement dans G, on choisit un élément quelconque de G qui n'est pas dans HK. Donc on choisit un élément XK plus 1 quelconque dans G, mais qui soit pas dans HK. Et par définition, HK plus 1, c'est le groupe engendré par HK et par ce nouveau élément. D'après la question précédente, la cardinalité de HK plus 1, c'est 2 fois la cardinalité de HK, qui à son tour est 2 fois cardinalité de HK moins 1, etc. Donc, par récurrence, cardinalité de HK, c'est 2 puissance K. Et maintenant je dis, or G est fini. Donc G ne peut pas contenir des sous-groupes HK de taille 2 puissance K avec K arbitrairement grand. Et donc il existe un K tel que HK plus 1 n'est plus défini. Mais pour que HK plus 1 ne soit pas défini, la seule chose qui peut se produire, c'est que HK soit égal à G. C'est être dans le premier cas. On doit tomber dans ce premier cas. Et la cardinalité de HK par ce qu'on vient de dire ici, c'est 2 puissance K. Et on a alors la cardinalité de G, c'est 2 puissance K. C'est une puissance de 2 et c'est ce qu'on voulait démontrer. Merci de votre attention et même partagez si vous trouvez que ça peut aider quelqu'un. Et s'il y a certains sujets vous avez envie que je les traite, laissez-moi un petit commentaire. À bientôt.